Les apraxies font partie des grands syndromes neuropsychologiques classiques mis en évidence vers la fin du 19e siècle. Elles sont causées par des lésions touchant des régions précises du cortex et un mécanisme physiopathologique unique. Les lésions responsables de l'apraxie peuvent être consécutives à un traumatisme, une tumeur, une infection, un AVC ou même une maladie dégénérative. Elle se distingue des autres troubles du mouvement par le fait que cette incapacité survient chez une personne dont l'ensemble des fonctions motrices et sensitives de base sont normales. De plus, il est important de savoir que les apraxies peuvent causer des perturbations diverses telles qu'une perturbation du code gestuel ainsi que des perturbations localisées à une partie du corps, limitées à une seule activité ou ne portant que sur des gestes non acquis. Pour mieux comprendre ce que sont les apraxies, écoutons Madame Jacinthe Bédard, ergothérapeute en neurologie à l'hôpital L'Enfant Jésus. L'apraxie, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est un désordre du mouvement volontaire. La personne qui a de l'apraxie a beaucoup de difficultés à exécuter des mouvements, une série de gestes. C'est difficile pour elle d'accomplir une activité dirigée avec un but précis. Puis ça, même si elle a une bonne mobilité, une bonne force, une bonne sensibilité, puis même si elle comprend bien. Concrètement, ce que j'observe souvent chez mes patients qui ont de l'apraxie, c'est une difficulté au niveau de l'utilisation des objets. J'ai en tête une patiente avec qui on pratiquait l'hygiène des dents, une patiente qui avait une bonne mobilité, qui avait bien compris la consigne à faire. Elle avait le tube de dentifrice devant elle, la brosse à dents. Alors, elle devait se brosser les dents, elle a pris le tube, a enlevé le bouchon, a appliqué directement la pâte à dents sur ses dents et s'est brossé les dents avec le bouchon. Alors, c'était de l'apraxie. Une autre manifestation clinique de l'apraxie que je vois souvent, c'est quand la personne ne sait pas trop comment bouger, comment se positionner pour faire un transfert. Par exemple, quand je demande à la personne de se coucher dans le lit, là, elle ne sait pas trop quoi faire avec ses bras, avec ses jambes, elle ne sait pas comment se coucher. Puis pourtant, elle l'a fait une heure plus tôt à sa chambre spontanément. Alors moi, j'ai eu besoin de lui donner des consignes, de l'assister verbalement parce que sur demande, elle ne savait pas trop là, comment faire là, pour procéder au transfert. Ce que je vois souvent aussi chez les personnes qui ont une apraxie motrice, c'est une maladresse au niveau des mains. La personne, elle ne sait pas comment ajuster ses prises pour prendre un objet. Elle ouvre trop la main, elle ne la ferme pas assez, elle a l'air très maladroite, ce qui fait qu'elle n'est pas capable de saisir comme il faut un objet, même si sa mobilité est bonne. Donc, ce que je tiens à dire aussi, c'est que nous, dans notre tenue de dossier, on ne différencie pas là, les différentes apraxies. On ne parle pas nécessairement d'apraxie idéatoire pour dire là, que c'est une difficulté au niveau de l'utilisation de l'objet. On ne parle pas d'apraxie motrice. On va plutôt décrire nos observations et on va parler de difficultés praxiques en général. L'apraxie idéomotrice est la plus fréquente des apraxies qui touchent les membres et de loin la plus étudiée. Elle se caractérise par un déficit dans l'exécution des mouvements qui peut s'expliquer par les souvenirs kinétiques préservés, mais dissociés au plan global du mouvement. En fait, les souvenirs kinétiques sont situés dans la région sensorimotrice et représentent ce qu'est chaque mouvement. Donc, un apraxique idéomoteur subit une impossibilité à réaliser des gestes sur commande tels que des imitations ou des mimes. On définit aussi ce type d'apraxie gestuelle comme une altération de gestes simples isolés ou de certains fragments d'une séquence gestuelle spontanée ou ordonnée. Le trouble affecte les gestes symboliques et expressifs ne nécessitant pas l'utilisation d'un objet. L'apraxie idéomotrice résulte de deux types de lésions survenues au niveau du lobe pariétal de l'hémisphère gauche, l'une étant plus antérieure et l'autre plus postérieure. La localisation est responsable des variations au niveau de la discrimination des gestes observés. Par exemple, une apraxie idéomotrice résultant d'une lésion plus postérieure du lobe pariétal sera accompagnée d'une incapacité à discriminer les gestes correctement effectués des incorrects, puisqu'elle constitue le siège du répertoire de compétences gestuelles, autrement dit des diagrammes moteurs.
Une lésion au niveau de cette région engendrerait donc la destruction d'une grande majorité de ces engrammes, d'où l'apparition de ce déficit caractéristique. De son côté, une lésion plus antérieure causerait une interruption de connexion entre la région rétro-rolandique, où se conçoit le programme moteur, et l'aire sensorimotrice qui est associée à l'exécution des mouvements. Comme ce type de lésion n'endommage pas les engrammes moteurs, une discrimination satisfaisante des gestes est observée chez ces patients. L'apraxie représente une difficulté dans la manipulation réelle des objets. C'est un trouble de la réalisation sérielle de différents actes élémentaires composant un geste complexe. En d'autres mots, elle se caractérise par un désordre des conditions mentales sous-tendant l'élaboration de l'objectif de l'action et touche la conception d'ensemble d'un geste. Les souvenirs kinétiques sont intacts et suivent le plan global du mouvement, mais c'est l'élaboration de ce plan qui est perturbée. La capacité à le concevoir est donc diminuée. Bref, il s'agit d'une incapacité à se représenter mentalement la suite des gestes à réaliser pour effectuer une action. L'apraxie idéatoire apparaît principalement lors de lésions diffuses dégénératives. Elle s'observe également lors de lésions bihémisphériques bifocales ainsi que lors de lésions hémisphériques isolées. Il est important de noter que des lésions hémisphériques droites causent très rarement ce type d'apraxie, puisque c'est l'hémisphère gauche qui domine en ce qui concerne les fonctions praxiques. Les symptômes de l'apraxie idéomotrice sont la difficulté à effectuer une série de mouvements sur commande, l'inaptitude à imiter une autre personne et l'incapacité à traduire une idée en action. En fait, la personne sait mentalement ce qu'elle doit faire, mais est incapable d'effectuer les mouvements qui lui permettent de réaliser la tâche voulue. Les personnes atteintes d'apraxie idéomotrice rencontrent plusieurs conséquences dans leur vie quotidienne, comme lors de la pratique de sport ou de toute autre activité manuelle, étant donné leur incapacité à suivre des directives ou à mettre en œuvre leurs idées. Les symptômes reliés à l'apraxie idéatoire sont la difficulté avec l'ordre logique et un problème de planification. Il est donc impossible pour une personne atteinte de faire un plan d'action contenant une série logique afin de réaliser une tâche quelconque. Si nous relions ce symptôme à la vie quotidienne, nous pouvons voir que la réalisation d'actions demandant une combinaison de plusieurs mouvements volontaires est difficile. Par exemple, l'inversion dans l'ordre des étapes de l'action de s'habiller complexifie et rallonge la tâche pour une personne qui aura tendance à mettre ses souliers avant ses chaussettes. Un autre symptôme observé est la perte de la notion de fonction primaire des objets, ce qui implique de les utiliser d'une mauvaise manière ou d'utiliser un objet différent pour accomplir une tâche. Ainsi, une personne atteinte qui doit écrire tentera d'utiliser une fourchette à la place d'un crayon. Le fait d'être incapable de réaliser des séquences d'actions logiques implique que les personnes atteintes soient dépendantes de leur entourage, qui devient alors responsable, entre autres, d'assurer sa sécurité. En effet, le manque d'une bonne hygiène corporelle et domestique, ou encore le fait de ne pas cuisiner, peuvent apporter des risques élevés pour sa santé, expliquant ainsi leur besoin de supervision. Cette dépendance apporte un impact négatif sur le moral d'une personne atteinte d'apraxie idéatoire. Le sentiment d'être inutile est de plus en plus présent, et ce, dû au fait que la personne est incapable de faire quoi que ce soit par elle-même. Cette maladie est donc souvent accompagnée des signes et des symptômes de la dépression. Il est nécessaire de faire de la réadaptation, tout d'abord parce que la rééducation n'est pas spontanée, mais aussi parce qu'il n'y a pas de transfert entre les situations pour des gestes non entraînés. Cela signifie que même si un geste est acquis, la personne a de la difficulté à l'effectuer dans une autre situation ou avec d'autres instruments. Un des objectifs est de favoriser la programmation du bon geste en commençant par les objets de la vie quotidienne du client et en utilisant des moyens de facilitation efficaces. En rééducation, on souhaite également maintenir les acquis pour aboutir à un réapprentissage. Avec le client, on peut centrer le travail de rééducation sur les connaissances. On pose alors les questions « Quel est cet objet? À quoi sert-il? Comment doit-on l'utiliser? Et dans quelle situation l'utilise-t-on? » On peut également le centrer sur le faire. Par répétition, par entraînement quotidien et par guidage du thérapeute, on veut organiser le geste
le décomposer en séquences et varier son amplitude et son rythme, tout en s'assurant de la bonne préhension et de la bonne orientation de l'objet et du geste. On souhaite aussi intégrer les acquis en réalisant une tâche. Pour réaliser une tâche de la vie quotidienne, on peut, par exemple, favoriser le découpage de l'activité en étapes, en sous-étapes ou en séquences. On peut également favoriser l'imitation ou l'utilisation d'aides techniques. Les mises en situation ont aussi des bénéfices puisqu'elles permettent de voir comment le client réagit face aux nouvelles situations, d'évaluer sa sécurité et de valider la thérapie. Tout au long du travail de réadaptation, on peut faire appel à l'entraînement comportemental de production des gestes puisqu'ils doivent tous être entraînés, étant donné leur absence d'association entre les différentes situations rencontrées par le client. Les gestes entraînés peuvent être classés en 3 catégories: les gestes transitifs, les gestes intransitifs symboliques et les gestes intransitifs non symboliques. Les gestes transitifs sont des gestes dont la réalisation doit animer l'utilisation d'objets, comme lors des jeux de mime ou pantomime. On peut, par exemple, demander au client de mimer un geste qui apparaît sur une photo. Les gestes intransitifs symboliques sont des mouvements de la vie quotidienne qui n'impliquent pas d'objet, comme par exemple de faire au revoir de la main ou d'envoyer un baiser. Les gestes intransitifs non symboliques, quant à eux, sont des gestes nouveaux que l'on demande au client